Alors, moi, je vais recevoir des textes, enfin, des mails et ça va peut-être faire un petit bruit, mais je ne peux pas couper. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais. On attaque. C'est pas grave. On a... Donc, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Bertrand Schatz, qui travaille au CFE à Montpellier. Il nous parlera un petit peu de ce que c'est que cette structure au sein de laquelle il travaille. Et donc, merci Bertrand pour avoir accepté mon invitation à participer à cet événement en ligne qui s'appelle Apiculture et conscience, coopérer avec les abeilles. Et donc, dans cette coopération qui est très connue des naturalistes entre le végétal et l'animal, voilà, ce qui nous intéresse aussi, c'est de découvrir un petit peu cette coopération qui existe dans le monde végétal avec les abeilles. Et pas que, parce que les Cévennes que tu connais bien est le lieu aussi d'interaction entre les apiculteurs d'autrefois et maintenant. Et donc, voilà, en ce qui me concerne, je suis Vincent Giraud, je suis l'organisateur de cet événement en ligne et j'ai à cœur justement, dans cette édition 2023, de mettre un peu en évidence ce lien qu'on a avec le vivant et avec l'abeille en particulier, à travers différents univers, dont celui de la recherche que tu représentes en quelque sorte. Et donc, dans cette heure qu'on va passer ensemble, je vous propose d'aborder différents sujets. L'interaction et l'homme, voilà, au sein des Cévennes, région que tu connais bien et que tu as beaucoup étudiée, sur le plan à la fois naturaliste et le plan aussi, on va dire, plutôt sociétal, on va dire, ou plutôt dans la relation interaction homme-abeille. Et puis, on parlera de l'abeille sentinelle de l'environnement. Hein, c'est un terme qui est très usité dans le milieu depuis de très nombreuses années. On verra un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne de cette abeille sentinelle. Et puis, tu nous parleras, puisque c'est vraiment ton sujet ton cœur de métier, sur vraiment les menaces actuelles qui existent actuellement sur les pollinisateurs, hein, que ce soit sur les abeilles domestiques, mais également les abeilles sauvages, et puis d'autres types aussi d'insectes qui participent à la pollinisation de l'environnement. Et puis on terminera par un sujet vraiment aussi majeur, qui est tout ce qui concerne les ressources florales. Hein, on se rend compte de plus en plus à travers les études de terrain que la présence d'abeilles domestiques, parfois en très grand nombre, amène des difficultés de survie, en tout cas de ressources alimentaires pour certains insectes. Et donc tu nous parleras un petit peu de tout ce qui concerne justement ces ressources florales et comment on pourrait harmoniser en fait dans ce gâteau finalement que la nature nous offre, comment chacun peut y trouver finalement des ressources équilibrées et adaptées aux besoins de chacun. Et voilà, donc je te laisse la parole et je te remercie déjà pour ta contribution. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes fonctions en tant que directeur de recherche au CNRS dans le cadre du CEFE? Déjà, merci à toi pour l'invitation à participation à cet événement. Donc, moi, je suis donc directeur de recherche au CNRS. Je travaille ma spécialité en recherche, c'est les pollinisations spécialisées. Donc, les pollinisateurs de figuiers, d'orchidées, de palmiers, d'autres pollinisations qui impliquent une plante et un insecte pollinisateur. Et puis, je dirige un réseau national des chercheurs francophones, donc surtout français, mais aussi belges et suisses. Donc, on est à peu près plus de 200 chercheurs, une cinquantaine de labos. Donc, ça s'appelle le GDR Pollinéco, le groupement de recherche sur la pollinisation. Et donc là, on collabore entre équipes pour étudier l'écologie de pollinisation en général. Et puis, enfin, je suis impliqué dans le plan pollinisateur, le nouveau plan donc, qui fait la suite du plan national d'action sur les pollinisateurs. Donc là, ce plan pollinisateur, il implique les ministères de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Et donc, c'est pour agir pour la conservation des pollinisateurs, puisque ça devient une problématique importante. Donc voilà, je vais parler un peu avec ces trois casquettes, chercheur, GDR et plan pollinisateur. D'accord. Et donc, on va peut-être cibler un petit peu sur un territoire que tu connais bien, les Cévennes. Et donc, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette histoire des Cévennes dans le cadre des pollinisateurs, de l'abeille et des interactions qui peuvent exister entre ces deux univers, l'homme et l'insecte? Oui, je voulais commencer aussi par ça, parce que je trouve que ça illustre bien
l'évolution des relations homme-abeille dans le temps, avec un changement en fonction de la relation entre l'homme et son environnement. Donc déjà, au niveau de l'époque romaine, il y a un auteur qui indique les Cévennes comme une terre à miel, une terre fertile en miel, dans les années 460. Et puis, jusque dans les années 1000, 1100, il y a des ruchers qui sont plutôt en paille, donc avec du matériel local, avec donc des petits ruchers plutôt, des petites ruches. Et puis, vers 1100, 1200, commencent les plantations en Cévennes de châtaigniers, donc qui vont être la base de la production de miel en châtaignier, enfin en Cévennes. Et puis ensuite, on s'aperçoit que les abeilles Apis mellifera, l'abeille locale, colonisent ces troncs creux de châtaigniers. Donc on commence par une apicollecte, une récolte de miel sans utiliser des contenants pour enfermer les ruches. Donc on fait les cévenols creusent des portes qui s'ouvrent pour les récolter du miel et referment la porte jusqu'à l'année prochaine. Et puis ensuite, les cévenols ont l'idée de couper ces troncs où il y a les colonies d'abeilles, et donc c'est un peu l'origine des ruches-troncs, donc des troncs de châtaigniers évidés au centre. Et donc là, c'est l'âge d'or un peu des ruches-troncs, de l'apiculture en ruches-troncs, donc une apiculture sédentaire, locale. Ça se passe entre 1400 jusqu'à 1900. Et donc pendant 5 siècles, c'est l'âge d'or des ruches-troncs en Cévennes, où la seule source de sucre en Cévennes, ça va être le miel de ruche-tronc. Et où le miel et la cire seront utilisés même comme monnaie locale pour échanger des biens. Et puis, c'est seulement après-guerre qu'on commence à envisager d'autres types d'apiculture, d'autres pratiques apicoles. Et là arrivent les ruches d'Adam, des ruches carrées. On va positionner des ruches à l'intérieur. Et donc là, on va commencer à avoir aussi en parallèle une professionnalisation de l'apiculture, et puis l'utilisation d'autres races d'abeilles. Arrive après-guerre, enfin après la Seconde Guerre, des races italiennes déjà, et puis d'autres races ensuite. Et c'est à la création du Parc des Cévennes en 1970, du Parc national des Cévennes, on a quasiment autant d'apiculture en ruche-tronc que d'apiculture en ruche à cadre. Et puis ça évolue assez rapidement ensuite, où les ruches à cadre prennent le dessus. Et finalement, on n'est que entre 70 et 2020, il n'y a que 50 ans finalement. 50 ans d'apiculture en ruche à cadre par rapport aux 5 siècles d'apiculture en ruche-tronc. Donc là, on voit que la relation avec l'apiculture, enfin le type d'apiculture a évolué, et la relation avec l'abeille a évolué aussi. Est-ce que ces ruches étaient sédentaires ou pas? Ces ruches cubiques, elles étaient sédentaires ou elles étaient déjà transhumantes à l'époque? Oui, il y avait tout un système avec les terrasses où les ruches étaient. Donc, on positionnait les ruches sur ces terrasses. Et donc, c'était des ruchers sédentaires qui étaient souvent envisagés comme en complémentarité avec les jardins, l'horticulture et les abeilles qui venaient polliniser cet ensemble. Et puis, des cévenols qui étaient aussi pluriactifs autour de ces ruches-troncs. Et puis, plus tard, des ruches qui restaient encore sédentaires, des ruches à cadre sédentaires. Et puis ensuite, dans les années 70-80, se développe la transhumance finalement. La transhumance, même d'autres régions qui viennent en Cévennes exploiter cette ressource de châtaignier. Et puis dans les années 2000 arrive, même un peu avant les années 2000, arrive ce problème d'effondrement des colonies. Il y a en parallèle un changement de pratique agricole, et donc une utilisation de produits à l'intérieur de la ruche pour protéger contre le varroa, pour protéger contre tout un tas de pathogènes. Et puis c'est dans les années 2000 que l'UNAF instaure cette idée d'abeilles domestiques comme sentinelles de l'environnement. Donc c'est utilisé comme un emblème de la pollinisation, qui était très bien à ce moment-là pour essayer de résister contre l'emploi de pesticides dans les
champs, les cultures, alors qui n'étaient pas trop pertinentes en Cévennes, puisqu'on n'avait pas trop de pesticides, hein, même encore maintenant, il n'y a pas trop de grandes cultures avec des pesticides, mais qui étaient bien à l'échelle nationale, à l'échelle même européenne, voire mondiale, pour que cette abeille domestique soit un peu le porte-parole de tous les pollinisateurs. D'accord. Alors, la contrepartie, c'est que maintenant, quand on dit pollinisation, le grand public pense abeille domestique. Ouais. Et donc, là, du coup, depuis quelques années, avec le déclin des pollinisateurs sauvages aussi, voilà, on a ce réflexe, problème sur la pollinisation, donc problème sur l'abeille domestique, alors qu'en fait, ça concerne aussi les pollinisateurs sauvages. Et donc, c'est aussi l'origine de ce plan national d'action, de ce premier plan national qui a démarré en 2016, où il y a ce problème des pesticides, il y a le problème des changements des pratiques agricoles, il y a le problème du déclin des ressources florales, donc l'arrivée aussi, plus récemment, du plan pollinisateur pour essayer d'avoir une attitude globale qui mêle le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. D'accord. Et donc, actuellement, quels sont les défis auxquels sont confrontés les pollinisateurs, qu'ils soient domestiques ou sauvages, notamment dans cette zone particulière des Cévennes? Est-ce qu'il y a des défis plus particuliers qu'ailleurs ou on a les mêmes problématiques? En Cévennes, comme il y a cette forte densité de châtaigniers, un des problèmes, c'est la transhumance de l'extérieur, des régions extérieures, voire des pays extérieurs aux Cévennes, donc sur ces zones de châtaigniers, donc qui amènent d'autres races d'abeilles, donc des problèmes d'hybridation, qui amènent aussi des pathogènes, sachant que localement, on a aussi du varroa, on a aussi tous les problèmes de virus, de champignons, de bactéries, tous ces problèmes de frelons asiatiques qui existent en Cévennes aussi, quoi. À l'échelle plus large, à l'échelle au moins nationale, les problèmes qu'ont rencontrés à la fois les pollinisateurs sauvages et domestiques, c'est tous les problèmes liés à l'agriculture intensive, donc avec les pesticides et notamment les néonicotinoïdes, et puis tous les problèmes de changement d'utilisation des terres liés à l'agriculture, des cultures de plus en plus qui prennent de plus en plus de surface, qui grignotent sur la forêt, qui grignotent un peu des milieux naturels. Et puis en parallèle, il y a aussi toutes les activités humaines qui se développent, donc avec du développement des villes, développement de tout un tas de milieux qui sont abîmés, altérés, des drainages, des pollutions de l'air, de l'eau, du sol. Voilà, et puis se rajoute à ça des changements climatiques, et se rajoute à tout ça aussi des espèces exotiques envahissantes, donc à la fois en plantes et en insectes, donc par exemple le frelon asiatique, mais aussi d'autres espèces, le petit coléo de la ruche, etc. D'accord. Et donc globalement, les défis auxquels sont confrontés les pollinisateurs sauvages, c'est quoi? C'est leur disparition, c'est leur adaptation dans un milieu qui se dégrade? Quels sont ces défis en fait que tu as pu identifier en fait dans tes recherches? Le défi, par exemple, si on se focalise sur les abeilles sauvages, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, mais il y en a en gros un tiers, donc 300 espèces quand même, qui sont spécialisées sur une ou deux espèces de plantes. Et donc le défi, c'est de conserver ces espèces à interaction spécifique avec certaines plantes. Parce qu'après, ensuite, il y a des espèces qui sont plus généralistes et qui vont, elles, survivre. S'il y a une espèce de plante qui disparaît, elles peuvent se reporter sur une autre. Alors que ce n'est pas le cas des espèces spécialistes. Donc c'est pour ça que les interactions spécialisées sont un peu les sentinelles de la pollinisation d'une façon plus générale. Et ouais, vas-y. Ça, c'est vraiment un gros défi actuel. Donc là, il faut vraiment développer les études sur la biologie des espèces pour documenter ces interactions spécifiques et se donner les moyens de la conservation. On peut protéger des plantes pour protéger de façon indirecte ces abeilles. Et puis, notamment avec le plan pollinateur et un groupe de chercheurs du GDR Pollineco, on a démarré la mise en place d'une liste rouge à l'échelle nationale des abeilles sauvages,
Puis ensuite va démarrer une liste rouge des cirques. Donc là, on passe dans les diptères, donc des mouches. Et on va instaurer comme ça différentes listes rouges de façon à pouvoir alerter sur des espèces qui disparaissent. Et ensuite, on espère que ça débouchera sur des listes d'espèces protégées de pollinisateurs, de façon à assurer la conservation des espèces rares. Globalement, pour se faire une idée, depuis 40 ans, en Europe, à l'échelle européenne, on a perdu 40% d'abondance de pollinisateurs. Donc, entre 1980 et 2020, on a perdu 40%. On ne peut pas se permettre de répéter 40 ans comme ça. Et on va reperdre une quantité importante de pollinisateurs. Donc là, on est vraiment à une phase où il faut changer d'attitude, ou à une phase où on a besoin d'une transition écologique de l'agriculture, mais aussi des activités humaines en général. Et en quoi ces espèces spécifiques là, dont tu parles en termes d'enregistrement, en termes de liste rouge, sont importantes pour la biodiversité? En termes de nombre d'espèces, si on veut conserver les 1000 espèces, il faut faire attention aux espèces les plus vulnérables. Ce n'est pas les généralistes qui vont disparaître, puisqu'elles peuvent s'adapter à différents milieux, à différentes fleurs. C'est vraiment c'est sur ces espèces-là qu'il faut faire porter le focus, quoi. D'accord. Mais en quoi elles sont importantes dans l'environnement, ces espèces très spécifiques? Parce qu'elles apportent... par rapport à des espèces généralistes qui pourraient être finalement jouer leur rôle, tu vois, en quoi, hormis le fait de la sauvegarde, en quoi elles sont importantes? Elles sont un peu le résultat de l'historique de 120 millions d'années d'évolution. Et donc c'est une période pendant laquelle la pollinisation s'est mise en place et est associée à la diversification des espèces. Et donc, on est sur le résultat d'un historique d'histoire évolutive, finalement, entre plantes et insectes. Et donc, conserver ces interactions-là, c'est conserver aussi un patrimoine naturel, un patrimoine génétique. Si on pourrait se contenter d'une centaine d'espèces très généralistes qui pollinisent tout, mais du coup, au passage, on aura perdu tout un tas de plantes qui bénéficiaient de la pollinisation spécifique. Et donc, on risque de banaliser nos paysages, et on risque d'avoir des paysages qui sont de moins en moins fleuris, puisqu'il y aura une moindre diversité en plantes due à la perte de pollinisateurs. Donc, c'est aussi une question même assez éthique, de conservation, de responsabilité humaine par rapport à tout le patrimoine dont on hérite. Oui, à la richesse de la nature. Voilà, c'est ça, plus généralement. Et puis, c'est des paysages, c'est des questions d'éthique, d'éducation à l'environnement aussi, quoi. Oui, c'est tout ce qui en découle, en fait. La disparition d'une espèce, quelle qu'elle soit, elle impacte finalement le tout. Et donc forcément, il y a des répercussions à un moment donné. Voilà. Et donc, ça, en quoi... d'accord. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi les abeilles domestiques sont réellement des sentinelles de l'environnement, et en quoi elles nous fournissent vraiment des informations sur l'état de nos écosystèmes? Finalement, elles sont celles qui font un nombre de visites assez important, donc qui sont exposées à une grande diversité de fleurs, hein. On est sur des milliers d'espèces, même à l'échelle nationale. Les abeilles domestiques visitent au moins 1500, 2000, voire 3000 espèces de plantes à fleurs. Donc, c'est elles qui captent un petit peu les variations environnementales associées à la variation de présence de ces plantes. C'est elles qui vont être exposées aussi dans les milieux agricoles. Donc, c'est elles les principales, la principale espèce qui va être confrontée à ces problèmes de pesticides, de fragmentation des paysages, de diminution des ressources florales. Donc, la santé des colonies va être vraiment très impactée. Alors, c'est un petit peu faussé, puisque l'homme, finalement, peut produire des essaims et compenser les pertes, les pertes dues à tous ces impacts négatifs. Et donc, on maintient un petit peu artificiellement aussi ces colonies. Mais il y a des études qui montrent que finalement, les cultures, même en France, sont de plus en plus dépendantes des pollinisateurs. Et puis, en face, on a une courbe qui est dans le sens inverse et qui voit le déclin des pollinisateurs.
Et à un moment donné, il y aura plus assez de pollinisateurs. Si on continue comme ça, il y aura plus assez de pollinisateurs pour polliniser toutes les cultures et les plantes sauvages qui sont dépendantes de la pollinisation. Bon, on le voit comme dans certains pays, comme au Japon, où la pollinisation se fait parfois à la main, puisqu'il n'y a plus d'insectes voilà, pour polliniser, en tout cas féconder certaines fleurs. Je ne sais pas, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Oui, alors je suis un petit peu prudent là-dessus parce qu'il y a dans certaines régions d'Asie, donc du sud-est de la Chine, il y avait des traditions de pollinisation manuelle. Mais c'est vrai que dans certaines régions du monde, je pense aux amandiers, je pense à aussi certaines régions de Chine ou d'autres, mais c'est souvent dans les pays industrialisés, l'emploi de pesticides à tellement grande échelle et avec l'accumulation annuelle des résidus de pesticides qu'il ne faut vraiment pas négliger, il y a des régions qui arrivent à être proches d'une extinction de pollinisateurs. Donc là, on est vraiment sur des phases irréversibles, parce que quand on parle d'une réduction en Europe de 40% des pollinisateurs, on est vraiment dans l'inconnu de savoir si c'est une réduction qui est linéaire ou si c'est une réduction qui est marquée par certains seuils. Et en dessous de ces seuils, on peut avoir des cascades assez irréversibles de perte d'espèces. Et pour remonter ça, donc ça doit se faire par recolonisation des zones extérieures à la zone impactée, une recolonisation progressive pour que ces espèces reviennent à nouveau dans ces zones très traitées avec les pesticides. Là, quand on parle on a en tête le livre de Rachel Carson, qui parlait déjà dans les années 1960 de l'impact du DDT. Là, les néoniques, on est sur des impacts 10 000 fois plus importants. Donc, on est vraiment sur des impacts très, très forts, quoi. Donc, les menaces que tu pointes, c'est vraiment des menaces qui sont liées au maintien de la biodiversité et par là même, d'une certaine forme, sur la sécurité alimentaire, puisqu'on sait que la pollinisation intervient. En tout cas, il y a des études qui montrent que les pollinisateurs au sens large interviennent vraiment de manière très importante sur notre alimentation. Oui, c'est ça. Donc, alors, il faut distinguer la sécurité alimentaire en termes de quantité produite, de fruits, de légumes, c'est assez diversifié. Et quand je fais des interventions, je montre des images de fruits et de légumes et je demande au public qu'est-ce qui nous resterait sans pollinisateurs. Et les gens sont souvent assez surpris de voir la faible diversité des plantes qui nous resteraient. Mais il faut aussi penser à la qualité alimentaire, c'est-à-dire à tous ces fruits et ces légumes qui sont plus gros, plus riches en éléments minéraux, en vitamines, quand ils sont pollinisés par des insectes. Donc ça, c'est un point qui a été signalé dans le rapport IPBES notamment, ou sur la pollinisation, où cette question de sécurité, de la qualité alimentaire était vraiment importante. Sans pollinisateur, on aurait beaucoup moins de vitamines, beaucoup moins d'éléments minéraux mobilisables dans notre alimentation. Donc, on parle de biodiversité, on parle de ressources alimentaires pour l'homme. Est-ce qu'il y a d'autres menaces auxquelles tu penses qui pourraient advenir si on ne fait pas un travail de fond sur les pollinisateurs? À l'extrême, c'est un paysage où les plantes sont pollinisées par le vent, puisqu'on n'a plus de pollinisateurs. Et donc, c'est un paysage qui s'appauvrit, qui se banalise dans cette érosion, cette érosion de la biodiversité qui est pointée par différents rapports maintenant, qui est bien connue. On a cette perte d'espèces, cette perte d'abondance d'individus par espèce, mais on a aussi les phénomènes d'homogénéisation, de banalisation de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre en fait les espèces rares et aussi les espèces qui sont en interaction. Donc, quand une espèce est en interaction, imaginons un insecte qui interagit de façon spécialisée avec une plante. L'insecte, il a ses fragilités à lui, qui sont propres à sa biologie, mais qui sont aussi propres à la biologie de l'espèce avec laquelle il est en interaction. Et aussi, un troisième élément, c'est les conditions d'interaction, puisque avec l'augmentation des températures, les insectes émergent plus tôt, les plantes émergent aussi plus tôt, et donc on a un décalage qui peut se créer. Par exemple, il y a une étude en Angleterre qui montre que
avec les prédictions de changement climatique, ben, on risque d'avoir un décalage entre les périodes d'émergence des pollinisateurs et les périodes de floraison des différents vergers, des différentes cultures qui sont pollinisées par les insectes. Donc c'est vraiment la conservation non pas d'une espèce, mais d'interaction. Et là, il faut réfléchir un peu de façon globale. Donc oui, si on n'y prête pas plus attention que maintenant, bah, on tend vers des paysages un peu tristes, quoi, un peu sans fleurs, avec beaucoup de graminées, voilà, d'espèces qui sont pollinisées par le vent. On va perdre des arbres aussi, hein. Il y a pas mal d'arbres qui sont pollinisés par des insectes. Donc c'est vraiment une transformation du paysage. Et on peut imaginer un paysage avec des graminées, des résineux, et autour, il y a tout un tas d'empreintes humaines, quoi, que ce soit de la ville, des routes, des pollutions. Donc c'est un paysage qui ne fait pas très envie, quoi. Donc on parle aussi de conditions de vie, de cadre de vie, et donc de bien-être humain. Et même en ville, hein, ça peut on peut envisager ça. On peut imaginer des villes avec des voies vertes qui sont entourées d'espèces qui attirent les pollinisateurs. On peut imaginer des jardins partagés en ville. On peut imaginer des ceintures vertes autour des villes de façon à réoxygéner, à y remettre un peu de biodiversité, à refaire des trames vertes avec de la biodiversité, quoi. Et ça fait un environnement aussi d'éducation qui est assez important. On voit le problème des cours d'école là, qui sont toutes goudronnées ou bétonnées. Avoir des fleurs dans les cours d'école, avoir des pollinisateurs qui vont sur ces fleurs, je vous assure que ce serait vraiment un progrès par rapport à la situation actuelle. Ah oui, participerait aussi à l'éducation des enfants vers la nature. Bien sûr. Et puis à montrer qu'ils sont imbriqués dans un écosystème naturel. Et que ce qu'ils mangent, ce n'est pas juste produit par le supermarché. Ça vient d'ailleurs du supermarché. Moi, j'ai fait une présentation où j'ai montré une noisette verte dans un noisetier. Et on m'a dit, mais monsieur, vous vous trompez. Les noisettes, c'est des boules dans le chocolat. C'est pas ça. Donc, il y a une déconnexion des enfants avec la dépendance à la nature, quoi. Avec la réalité. Ouais. Et donc, tu parlais de ces menaces-là, et je voulais rentrer un peu plus dans le détail par rapport à l'apiculture en tant que telle et l'activité apicole. Ouais. En quoi, selon toi, les transhumances, on va dire apicoles, qui se sont développées, comme tu l'as dit, à un moment donné, notamment en zone Cévennes, que tu as étudié, est-ce que la transhumance, quand on apporte de nombreuses ruches à un même endroit pour une durée déterminée, est-ce que ça a un impact sur les pollinisateurs sauvages ? Et parce que se pose la question, en tout cas, il y a certaines personnes qui parlent du PUB, là, du potentiel utile de butinage, ouais, qui pourrait être un critère en fait, à prendre en compte pour connaître finalement le potentiel de butinage des abeilles domestiques et de pouvoir en déduire finalement le nombre de ruches qu'on pourrait placer à un instant T. Voilà, dans tes études, autant ce que tu as pu observer ou lire, est-ce que tu as des éléments qui permettraient de pouvoir évaluer l'impact de nos transhumances, qu'elles soient importantes, sur des ruchers importants, sur les pollinisateurs sauvages? Alors, c'est un sujet un petit peu chaud en ce moment entre les apiculteurs et les tenants de la conservation de la biodiversité. C'est aussi un sujet un peu chaud dans les aires protégées, puisqu'ils ont à la fois la mission de conserver la biodiversité, mais aussi de conserver les activités humaines. Il faut concilier les deux. Donc, c'est un sujet un peu difficile. Nous, on parle de capacité d'accueil d'un territoire, ce qui revient à peu près au même, hein. Et cette capacité d'accueil, elle conditionne le nombre de pollinisateurs que peut supporter un environnement. Donc, imaginons un endroit inintéressant pour la pollinisation, sauf une floraison, par exemple une forêt de châtaigniers, ou un roncier, ou je sais pas, une population d'épilopes, de chardons, enfin voilà. Donc donc on voit bien là que la capacité d'accueil va dépendre mois par mois, il va y avoir des floraisons différentes.
Et puis, endroit par endroit, il va y avoir des plantes qui peuvent nourrir les pollinisateurs de façon différente, en quantité, en qualité. Et donc là, il faut bien distinguer, la plupart des apiculteurs ont de bonnes pratiques apicoles et mettent des quantités raisonnables de ruches par endroit. Et même rien que pour l'apiculture, chaque apiculteur aussi estime combien de ruches il peut mettre sur un endroit, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de compétition entre abeilles domestiques aussi, et d'optimiser la quantité de miel qu'il va produire. Ouais. Et là, en même temps, excusez-moi, mais en même temps, c'est aussi très dépendant de la capacité de transport de ruches du véhicule qui détermine souvent en fait la quantité de ruches qui est posée à un endroit donné. Complètement. Là, il y a l'enquête de Léo là, que tu vas interviewer, je crois, et qui montre qu'un facteur important, c'est la taille du camion de l'apiculteur. Donc, plus l'apiculteur a des moyens financiers, plus il va avoir un gros camion et plus il va transporter un grand nombre de ruches. Et je comprends que logistiquement, pour lui, c'est plus simple de déposer en une seule fois, 100 ruches à un endroit, plutôt que de déposer des petits tas de 50 ou de 30. Mais mettre 100 ruches à un endroit, il faut vraiment que l'endroit soit riche. Alors, ça peut être dans une châtaignerie, là, il n'y aura pas de problème. Mais s'il met ça dans un endroit où il y a beaucoup de graminées, peu de ressources, il y aura de la compétition entre ces ruches aussi. Et donc, il va produire moins de miel. Et donc, l'idée, c'est d'harmoniser cette exploitation de la ressource florale, en gros. Alors, ça fait très économique, très agronomique, mais on est dans une telle crise de la biodiversité de pollinisateurs qu'il faut vraiment penser à équilibrer un peu cette activité apicole avec la conservation des pollinisateurs sauvages. Alors, c'est pas... pour l'instant, c'est un peu... je pense que le monde apicole, le monde de la recherche prend conscience de l'existence de cette compétition. On parle d'une compétition qui démarre entre 3 et 8 ruches par kilomètre carré à l'échelle mondiale. Alors après, il faut bien, ça c'est des valeurs très très générales, il y a des revues scientifiques sur ce thème-là, et il faut bien adapter habitat par habitat, il faut adapter ces valeurs vraiment par habitat et par période de l'année, par période de floraison en fait. Donc, par exemple, une châtaigneraie peut être très généreuse en hectares et alimenter un nombre important de ruches. Mais la période de floraison du châtaignier va durer un certain temps. Et avant, après, on ne pourra pas mettre autant de ruches. Et puis, un autre endroit où, sur un arbre qui a des fleurs qui ne sont pas intéressantes pour les abeilles, là, ça sera un milieu assez pauvre, quoi. Mettre 100 ruches dans une hêtraie, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, on voit bien que tout ça, c'est basé sur du bon sens aussi. Oui, du bon sens dans le sens où, si je comprends bien, c'est que pendant une floraison abondante comme le châtaignier, quelque part sur un territoire, le nombre de ruches peut être important pour cette mielée. Par contre, et l'impact sur les pollinisateurs est réduit à ce moment-là, puisque les abeilles se focalisent sur la mielée de châtaignier. Par contre, en dehors de la période de mielée, les ressources étant plus rares, à ce moment-là, la grande concentration de ruches peut amener une compétition très forte avec les autres pollinisateurs. C'est un petit peu ça? Voilà, oui, c'est complètement ça. Et puis, il faut se rappeler que d'une façon générale, les apiculteurs peuvent être assimilés à des paysans sans terre un peu. Et sont à la recherche d'endroits pour déposer leurs ruches. Donc, il y a souvent des accords entre apiculteurs et agriculteurs ou propriétaires, grands propriétaires terriens. Et donc, ils ont des emplacements un peu où ils savent où mettre leurs ruches. Mais sur des mielées particulières, je pense au romarin, je pense à la lavande, je pense à la calune, qui a une floraison assez tardive en août-septembre. Donc là où arrivent des transhumants qui veulent faire des mielées particulières, là, donc on a des gens qui habitent sur place, qui déposent leurs ruches, et puis ils voient arriver de l'extérieur des transhumants qui viennent avec parfois plusieurs centaines de ruches, qui les posent là et qui imposent une compétition assez importante pour l'accès aux ressources florales de l'endroit. Et donc là, peut-être qu'on dépasse la capacité d'accueil de l'endroit, en fait, tout simplement. Ça, vous l'avez mesuré déjà un petit peu sur l'impact
cette Alors, ça a été présence mesuré, importante ou pas? ouais, ça a été mesuré sur le romarin, sur la côte bleue, là, près de Marseille, sur le romarin, en début d'année. Léo l'a mesuré, donc une autre thèse là, que tu vas interviewer. Il a mesuré sur la calune, mais aussi sur les ronciers, sur le châtaignier. C'est mesuré dans différents habitats, à l'échelle nationale aussi. Ça dépend vraiment de la quantité, de la qualité du nectar que va fournir la plante cible. C'est des floraisons massives, donc là aussi, il faut conserver l'existence de grosses populations de floraisons massives. Et puis, par exemple, il peut y avoir aussi des problèmes liés aux plantes, tout simplement. Par exemple, sur la calune, il y a de moins en moins de neige en hiver, il y a des calunes qui sont envahies par des résineux, il y a des sécheresses qui sont assez importantes, enfin, dans les dernières années, là, en été. Ce qui veut dire que, par exemple, pour la calune, OK, il peut y avoir des grandes calunées, mais elles vont produire moins de nectar parce qu'il y a moins d'eau dans le sol. On a fait une enquête là où un apiculteur mettait ses ruches depuis une vingtaine d'années et il nous disait que il y a 20 ans, avec le même nombre de ruches, il faisait 15 fois plus de miel au même endroit, sur une calunée qui n'a pas trop bougé. Et donc là, c'est vraiment au niveau de l'humidité du sol. Quand on a fait les mesures avec Léo, on a rencontré un berger, on lui expliquait notre étude, et puis on était sur une zone de calunée qui était assez sèche, où on ne voyait pas trop de pollinisateurs. Il nous a dit, mais je sais où sont les pollinisateurs, venez, on a fait quelques centaines de mètres, et là, il y avait un ruisseau qui coulait à la surface de la prairie, mais qu'on ne voyait pas, qui était sous les calunes. Et donc là, les calunes étaient vraiment vigoureuses, et tous les pollinisateurs étaient concentrés à cet endroit-là, parce qu'il y avait du nectar, certainement, qui était associé à l'humidité du sol, qui était plus importante. Oui, là, on voit bien que les données pédoclimatiques en fait interviennent beaucoup sur la capacité à produire des ressources. Ouais. Et ces ressources, en fonction de leur situation, sont des ressources pour les pollinisateurs au sens large. Et s'il y a beaucoup de ruches, forcément, le gâteau à partager n'est pas le même pour tout le monde. Voilà, c'est avant tout une question de bon sens et puis de volonté de partager la ressource florale. Alors, ça existe aussi entre apiculteurs, avec des interviews d'apiculteurs. Il y a des attitudes qui sont assez différentes. Quand il y a un rucher d'installer, que fait l'apiculteur qui a les ruches dans son camion et qui doit chercher un nouvel endroit? Est-ce qu'il est mis à côté de son collègue d'apiculteur en se disant je fais confiance au collègue en disant là, ça va être certainement une zone avec une grosse capacité d'accueil, donc je peux me mettre à côté? Ou alors, est-ce que je respecte et puis est-ce que je me mets aller 1 kilomètre, 2 kilomètres plus loin? Oui, mais là, peut-être que je vais être confronté à un autre apiculteur ou peut-être que je vais être à côté d'un autre rucher que je ne perçois pas. Parce que finalement, personne ne connaît ou a une idée assez fine du positionnement des ruchers et de la quantité des ruches par rucher. Donc, alors ça ne se fait pas comme ça au hasard. Les réseaux sociaux entre apiculteurs fonctionnent bien aussi. Et il y a une bonne connaissance en général des apiculteurs locaux. Mais quand quelqu'un qui a fait son romarin, son miel de romarin en Provence, et aimerait venir sur la calune en été avec ses ruches, s'il amène 100 ou 200 ruches dans un coin, on voit bien que ça peut créer des déséquilibres avec des problèmes entre apiculteurs assez importants. Et puis, dans tout ce paysage très apicole, les pollinateurs sauvages, ils font comme ils peuvent pour se conserver. Donc là, alors ces pollinateurs sauvages peuvent aller sur d'autres ressources, mais on s'aperçoit que en fin d'été, là, au moment de la floraison de la calune, c'est assez sec, c'est de plus en plus sec même. Alors il peut y avoir quelques chardons, quelques astéracées qui permettent de fournir une ressource, mais on peut partager le gâteau comme ça en allant sur différentes fleurs, mais c'est assez difficile. Donc c'est surtout la majorité des apiculteurs, je pense qu'ils font bien, ils répartissent bien leur colonie, mais c'est surtout pour gérer les situations à problème, en fait,
qu'intervient ce concept de compétition et donc cette volonté de partage de la ressource florale finalement. Les apiculteurs n'ayant pas toujours quand même conscience de l'impact sur les pollinisateurs sauvages, les connaissant pas forcément et ne sachant pas forcément où ils sont non plus. Donc voilà, en fait, le questionnement qui est là, c'est ce questionnement vis-à-vis de voilà, quel est le nombre de ruches que je peux amener à un endroit donné pour une durée déterminée, sans impacter trop finalement l'ensemble des pollinisateurs qui sont là déjà en place et qui peuvent être complètement perturbés par l'apparition soudaine de compétition. Bon, puis après, on est sur le monde apicole aussi dans sa diversité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des apiculteurs familiaux qui ont quelques ruches, des semi-pros qui vont en avoir plusieurs dizaines, et puis des professionnels qui vont aller de 100 à plus de 1000 ruches parfois. Donc, quand on a 1000 ruches, qu'est-ce qu'on en fait? Où on les met? On fait des ruchers de combien de ruches? Sachant que plus on fait des petits ruchers, plus il faut qu'on se balade avec les ruches et qu'on les positionne. Et puis, les apiculteurs viennent viennent voir le rucher et voient s'il y a une production de miel ou pas. Et donc, comment on réagit si les ruches ne produisent pas de miel à un endroit? Parce qu'il faut aussi que les colonies se maintiennent en hiver. Donc, c'est aussi... là, on est quand même sur des mortalités hivernales d'abeilles qui sont assez importantes. Et, là, on est sur, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est sur des pertes autour de 30-40% parfois, avec parfois des valeurs. Oui, l'enquête nationale sur les pertes là, qui est mise en place depuis plusieurs années montre qu'en moyenne, en France, on est autour de 30%. Ouais. Donc, pour plein de raisons, hein, pas forcément pour des raisons de ressources alimentaires, il y a d'autres problématiques aussi, mais voilà, on est dans une filière quand même où le taux de mortalité est quand même très important. Alors, est-ce qu'il est dû à nos pratiques apicoles? Est-ce qu'il est dû à raréfaction des ressources florales? Est-ce qu'il est lié à la présence des pathogènes divers qui existent? C'est multifactoriel, hein, comme on dit souvent. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas que ce soit... Dire que c'est multifactoriel, il ne faut pas que ce soit une raison pour ne rien faire et ne rien changer. Quoi. Ouais. Et puis, tu sais, si tu disais à un éleveur de vaches ou de brebis, tu ne vas pas connaître la race que tu élèves et tu vas perdre 30% de ton cheptel tous les ans, moi, je ne sais pas s'il démarre son activité. Quoi. C'est assez démoralisant quand même comme situation pour avoir les reins solides. Et puis, parfois, tu as les apiculteurs familiaux, ils perdent toutes leurs ruches. Tout d'un coup. Voilà, s'ils en ont 10-15, pof, sur une année, ils perdent tout. Donc, qu'est-ce qu'ils redémarrent? Il faut racheter les ruchers. Les colonies, c'est quand même assez cher. On parle de 100, 150 euros la colonie. Voilà, ça fait un coût, quoi. Et je voulais revenir sur les... Ouais, vas-y. Excuse-moi. Je voulais revenir sur les menaces qui pèsent sur les pollinisateurs sauvages. Donc, on parlait éventuellement de la densité de ruches qui sont amenées à un moment donné, dans un territoire donné. Est-ce que la présence du frelon asiatique, qui s'est quand même contaminé, qui a quand même contaminé toute la France entière et contamine l'Europe en ce moment, est-ce que dans un territoire donné, à une époque où il est vraiment en prédation, en recherche de protéines pour son nid, est-ce que tu as constaté que c'est aussi, est-ce qu'il se nourrit aussi d'autres pollinisateurs sauvages que l'abeille domestique? Et est-ce qu'il a un impact sur la diversité en pollinisateurs? Oui, alors juste, je vais répondre sur le frelon, mais juste cette compétition, en fait, elle est plus forte avec les abeilles, les grandes abeilles finalement, les abeilles qui ont la même niche écologique que l'abeille domestique. Ceux qui sont plus gros comme les bourdons ou ceux qui sont plus petits, comme tout un tas de petites abeilles sauvages, la compétition est beaucoup moins forte. Voilà. Sur le frelon asiatique, là, il faut faire avec. Hein, donc là, il est vraiment sur quasiment toute la France et voilà, il va coloniser les autres pays européens. Il a un impact. Il grignote des abeilles domestiques, mais il grignote pas mal d'abeilles sauvages aussi et d'autres insectes, il peut les capturer. Mais il ne faut pas oublier que le frelon qu'on dit local, c'est un frelon qui est arrivé il y a 2000 ans en Europe. Et donc, c'était aussi une espèce exotique au départ. Tu parles de crabeau ou tu parles du frelon exotique? De crabeau, oui. De crabeau. Et donc,
voilà, à chaque fois qu'il y a un événement, qu'il y a une espèce qui arrive, c'est un peu de toute façon la situation générale avec toutes les espèces envahissantes. Si elle est suffisamment établie à l'échelle nationale, ben, il faut faire avec. Et donc, il y a un nouvel équilibre à retrouver, je dirais, avec le frelon local et le frelon asiatique. Et il y a un équilibre. Là, on parle d'un nouveau killer hornet. C'est vous dire, c'est donc une nouvelle espèce de frelon qui arrive en Europe et qui. C'est Mandarina, c'est ça? Ouais, Mandarina, ouais. Qui fait 16 fois le poids d'une abeille domestique et qui mange des frelons asiatiques. Et qui est le plus gros frelon mondial. Donc, c'est le prédateur, en fait, c'est le prédateur naturel du frelon asiatique, alors. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une expansion de cette espèce-là aussi, quoi. Donc, on n'est pas à l'abri de ce que réserve le futur en termes d'espèces exotiques. Mais oui, je crois qu'il faut retrouver un nouvel équilibre. Alors, il y a des techniques de piégeage. Et là, je m'interroge vraiment sur l'impact des pièges qui sont laissés tout le printemps, tout l'été, et qui, là, tuent pas mal d'insectes aussi. Ouais, tu parles des pièges non sélectifs? Oui, des pièges non sélectifs qui, au départ, sont destinés à piéger les femelles de frelons asiatiques qui vont développer de nouvelles colonies sur l'année. Là, il faut les mettre et les laisser au maximum un mois. Il faut les retirer après un mois. Là, une fois que la reine a installé sa colonie, c'est plus la peine d'essayer de piéger la reine. Elle va rester dans sa colonie, donc la colonie va s'installer et c'est fini. Donc là, si on laisse les pièges, on va avoir autant, voire plus d'impact que le frelon lui-même, au final. Donc c'est aussi les pratiques humaines à questionner dans la relation avec ce frelon et avec les insectes en général. Et on arrive petit à petit à la fin de notre entretien et j'aimerais que tu abordes un petit peu quelles sont les solutions à l'échelle locale pour essayer d'harmoniser en fait voilà, la répartition des ressources florales notamment et les acteurs qui sont sur un territoire, hein, qu'ils soient voilà, les comités locaux, les agriculteurs, les apiculteurs, les décideurs politiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des initiatives déjà qui sont mises en place sur un territoire comme le Parc national des Cévennes par exemple ou ailleurs pour vraiment prendre en compte ces besoins des pollinisateurs sauvages et ce besoin d'harmonisation aussi entre les différentes pratiques et les besoins de chacun? Oui, il y a une prise de conscience assez générale qui émerge, qui se met en place. Il y a eu le mot pollinisateur, il y a le plan pollinisateur, il y a différentes actions. On a recensé les actions qui sont mises en place par les aires protégées. Donc, par exemple, le Parc des Cévennes a eu une action sur les pollinisateurs sauvages, de replantation de haies, de sensibilisation du monde agricole à la problématique de la pollinisation. Il y a une sensibilisation aussi auprès des mairies. Il ne faut pas oublier les pollinisateurs nocturnes, mais donc toutes ces questions d'éclairage nocturne. Il y a la moitié des espèces de pollinisateurs qui sont des papillons nocturnes. Il y a 5000 espèces de papillons nocturnes. Ah oui. Et donc, je crois qu'il faut surtout lutter contre les menaces, donc pesticides, impact de l'urbanisation, etc. Mais il y a aussi une tendance qui est, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est le faire propre. Le faire propre, c'est terrible, mais c'est propre de quoi il ne faut pas qu'il y ait de vie pour que ça soit propre. Ça, c'est terrible. Moi, je suis content quand je vois une prairie fleurie avec des fleurs et ça bourdonne, etc. Et si le rêve de tout le monde, c'est d'avoir un gazon, un désert où il n'y a rien, c'est terrible quoi, pour la biodiversité. Et même pour les enfants, l'éducation à l'environnement, c'est terrible ça. Et donc, je crois que chacun, on peut agir de plusieurs façons. On peut agir en laissant des endroits pour la biodiversité. Alors, ça peut être un petit coin de jardin, en espérant qu'il s'agrandisse. Ça peut être, une zone où on laisse un petit peu la nature faire ce qu'elle veut et où on voit des espèces réapparaître, hein, parce que les espèces attendent que la pression humaine, on l'a vu pendant le confinement, quand l'homme a réduit son activité, les espèces animales, végétales ont réémergé. Hein, donc, c'est là, elles attendent juste qu'on arrête nos impacts négatifs. Donc, abandonner le faire propre, relaisser de la place aux ressources florales.
trouver et appliquer, aider les paysans pour appliquer des alternatives à l'usage de pesticides. Donc là aussi, nous, on a un impact en tant qu'acteur, consommateur. On peut aussi choisir des produits avec moins de pesticides. Comme disait Coluche, si ça ne s'achète pas, ben, ça ne se vendra pas. Et donc, on peut faire s'écrouler une filière associée aux pesticides. Voilà. Et puis, on peut aussi agir en tant que citoyen pour avoir des villes qui laissent de la place à des villes ou des villages. Même dans les villages, parfois, il y a des applications de pesticides incroyables. Hein. Donc, on peut avoir des villages qui sont plus respectueux pour la biodiversité. On peut demander à avoir des espaces fleuris, des zones arboricoles, des jardins partagés. Ça peut être tout un tas d'endroits. Hein. Donc, je pense qu'on a différents moyens d'agir en tant que citoyen, en tant que naturaliste, simplement, en tant qu'observateur, simplement promeneur, qui a envie de voir une belle nature, une belle biodiversité fonctionnelle, active. Voilà, dans son endroit. On peut aussi communiquer à ses enfants, à la future génération, cette envie, ce besoin quasi vital d'avoir un environnement, un cadre de vie qui soit sain, qui soit agréable. Et donc ça passe par un écosystème vivant, par une nature vivante. Et à l'échelle du particulier, et, à un moment donné, je voyais passer beaucoup d'informations sur les ruches de biodiversité. Tu sais, ces ruches sous forme de tubes, par exemple, de différents diamètres. Est-ce que c'est pertinent pour accueillir des pollinisateurs, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces moyens proposés pour contribuer au maintien des pollinisateurs sauvages? Tu as dit ruche de biodiversité et après, tu as parlé de pollinisateurs. Et pour moi, pour faire un parallèle, quand les oiseaux déclinent, on ne met pas des poules. Quand les mammifères déclinent, on ne met pas des vaches. Donc, quand les espèces sauvages déclinent, on ne met pas une espèce domestiquée. On laisse les espèces sauvages. Et alors, je ne dis pas absolument pas ça contre l'apiculture. Mais je dis simplement qu'il ne faut pas se tromper le raisonnement. Et voilà, on ne met pas de l'abeille domestique pour sauver la biodiversité. On ne va pas mettre une espèce pour sauver 10 000 espèces. Et surtout que c'est des espèces différentes. Ouais, peut-être que je me suis trompé dans le terme de ruche de biodiversité. En tout cas, tu sais, ces modèles d'habitat, des hôtels insectes, des choses comme ça. Est-ce que ça c'est pertinent? Ouais, je me suis peut-être trompé de terme, tu vois. Il y a aucune. C'est la même chose finalement, où il n'y a rien qu'à démontrer que c'était utile. Si, en fait, alors il y a une diversité génétique au niveau de l'abeille domestique. Finalement, toutes ces hybridations, toutes ces nouvelles races augmentent l'hybridation au niveau de l'abeille domestique et finalement, ça menace l'abeille noire locale. Ça, on peut penser comme ça aussi. Sur les hôtels à insectes, finalement, il n'y a aucune étude qui montre que les hôtels à insectes ont permis de réaugmenter le nombre d'espèces dans les endroits où ils sont placés. C'est une zone d'accueil, parce qu'en fait, ce qui conditionne la présence d'un pollinisateur sauvage, c'est l'alimentation et la nidification. Donc, il peut y avoir suffisamment de ressources florales. S'il n'y a pas de zone pour nidifier, ça ne marche pas, ils ne sont pas là. Et donc, là, c'est éviter de bétonner. Hein. Il y a 70% des abeilles sauvages qui nichent au sol. Donc, c'est laisser de la place pour la nidification. Donc, quand on fait un petit jardin, il faut aussi laisser des moments de bois morts, des murs des murs en pierre sèche, tout un tas d'endroits pour nidifier. Donc, sur les hôtels à insectes, c'est surtout un outil d'éducation à l'environnement en fait. Et on s'aperçoit que les zones de piétinement devant les hôtels à insectes permettent à des abeilles de nicher dans le sol, puisque ça libère du sol nu. Et sur les hôtels à insectes, il y a 5, 10, maximum 15 espèces qui vont venir, mais des espèces qui sont déjà là, qui sont déjà présentes dans l'endroit, qui vont venir occuper ces hôtels à insectes. Et puis, alors, ce qui est pas du tout, vraiment pas suffisamment fait, c'est que c'est aussi des zones de propagation des pathogènes. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est nettoyer tous les ans ces hôtels à insectes à la bonne période et remettre des brindilles pour accueillir ces abeilles sauvages et tout un tas d'autres insectes, d'autres pollinisateurs.
Donc, Donc, à l'échelle individuelle, celui qui a un petit jardin, celui qui a un peu d'espace vert, c'est arrêter de faire tout propre, quoi. ah oui, arrêter le propre, c'est négatif. Hein. Je ne sais pas si on rêve d'un désert pour illustrer la biodiversité, enfin d'un désert enfin, de fonctionnement naturel, quoi, d'écosystème naturel. Hein. Donc on laisse de la place à la biodiversité dans son jardin, on mange des produits sans pesticides, on agit sur sa commune pour avoir plus de verre. C'était le monde d'après, hein, dans le confinement, plus de verre, plus de nature. Ben, il faut le faire. Et c'est par là aussi qu'on aura une vraie transition écologique. La transition, ça allait supposer que c'est une modification progressive, un peu en transition, un peu lente, un peu molle. Non, il faut un vrai changement d'attitude, quoi, au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau des activités humaines, enfin, il faut qu'on change, quoi. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il y a un message à garder de cette intervention, c'est on ne peut pas refaire 40 ans comme ça. C'est pas possible. Et donc, si on ne peut pas refaire comme ça, quelles sont les bases justement de cet engagement vers un renouveau pour éviter de refaire ces 40 années voilà, finalement de forme de laxisme? En tout cas, on pensait que tout était acquis, que les choses perdureraient comme ça sans vraiment faire une action de fond. Et ces actions de fond, à la fois à l'échelle individuelle et collective, puisque à l'échelle collective, ce n'est pas toujours facile d'avoir les leviers sur les politiques, etc. Mais à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'il est possible pour toi le petit colibri que chacun de nous peut être dans cet écosystème? Oui, le petit colibri, on peut agir déjà sur là où on vit, se faire un cadre de vie intéressant. Donc, ça peut être dans son jardin, ça peut être sur son balcon, ça peut être, si on est paysan, ça peut être dans laisser des espaces, laisser la part de la nature dans son exploitation, même si ça... Enfin, il faut que ça soit compatible. On voit très bien que c'est compatible avec une activité économique de l'agriculture. Les pollinisateurs sont partout. Donc, ils infiltrent toutes les activités humaines, la foresterie. Quand on fait de la musique, c'est souvent à partir d'un arbre qui a été pollinisé. Enfin, voilà, il y a souvent des supports. Quand on se soigne avec des plantes médicinales, ça a souvent été des plantes qui ont été pollinisées. Quand on mange, enfin voilà, on peut se soigner, on peut manger, on peut avoir un cadre de vie, et les pollinisateurs sont pas loin derrière. Ils sont pas loin d'avoir un rôle. Et puis il faut pas oublier que les pollinisateurs peuvent être aussi un indicateur de la présence des insectes dans un endroit. Et les insectes, ils vont nourrir toutes les espèces insectivores, donc les oiseaux, les chauves-souris, les amphibiens, les reptiles, qui vont nourrir ensuite les prédateurs. Enfin, on voit bien que les interactions entre plantes et pollinisateurs sont à la base de toute une chaîne trophique. Donc c'est retrouver cet équilibre-là. Et puis après, si on veut s'impliquer, on peut aussi militer, on peut aussi agir dans différentes associations qui veulent changer un peu le monde. On peut choisir nos représentants politiques. Si on croit toujours à la démocratie, on peut choisir ses élus, ses représentants. On peut aussi appuyer certains mouvements. On peut, je pense qu'il faut concevoir le monde d'après, en fait. L'avenir n'existe pas, il faut le créer. Donc c'est à nous de le faire, ce monde plus respectueux. Si on veut que ça change, il faut changer nous-mêmes et contribuer à changer les autres. Donc, voilà, c'est aussi cette relation à la nature qu'il faut repenser, qu'il faut... voilà. C'est ce que j'allais dire, une meilleure coopération avec le vivant, avec la nature et avec les insectes et les abeilles. Voilà. Ils sont pas loin de nos activités en termes de santé, en termes d'alimentation, en termes d'activité, en termes d'éducation. Ils sont vraiment pas loin de nous, ces pollinisateurs. Et pour conclure, je ne sais pas si tu peux mettre quelques mots pour... voilà, je ne sais pas si tu encadres la thèse de Léo, que je vais interviewer aussi, ou c'est une autre personne qui l'encadre, mais est-ce que tu peux nous dire un peu sur le travail qu'il a réalisé et l'intérêt et la pertinence de son travail vis-à-vis de ce sujet sur le partage des ressources florales en zone Cévennes?
Alors, je ne l'encadre pas, mais j'ai contribué à l'aider sur des manipes de terrain. Donc, Léo Mouillard-Lempel, il a fait une thèse qui est à l'interface entre sciences de l'écologie et sciences humaines et sociales. Et donc, sur sa partie plus sociale, Léo, il apporte l'idée de concevoir, de concevoir les ressources florales comme un bien commun, autant que l'air, que l'eau, voilà, des biens qui seraient à partager entre tous. Et c'est un concept qui peut amener justement à favoriser les échanges entre les différentes personnes qui gravitent autour de cette pollinisation. Alors, le partage d'un bien commun, pour moi, il y a deux limites. Il y a la limite que tout le monde veuille partager ce bien commun, ce qui n'est pas évident entre apiculteurs et conservateurs des pollinisateurs, ce qui n'est pas évident entre aires protégées et zones plus industrialisées, plus habitées. Et puis il y a le problème de savoir à quoi correspond cette ressource florale, dans quel espace on réfléchit, dans quel moment on réfléchit. La ressource florale, c'est une ressource qui évolue dans le temps et dans l'espace, comme on a vu. Et donc, c'est un bien commun assez fluctuant et dont il faut avoir connaissance. Et donc, c'est aussi en améliorant la compétence de chacun, notamment dans les aires protégées, mais aussi en ville et en milieu agricole, qu'on pourra avoir les clés de cette harmonisation entre le sauvage et le domestique. Et qu'on pourra dire, là, on peut mettre 25 ruches et pas 50 et pas 100. Ou là, on peut en mettre un peu plus. Ou à une autre période, non, il n'y a plus de fleurs qui intéressent les pollinisateurs et donc il faut les mettre ailleurs. Et puis après, on peut augmenter aussi la ressource florale. On peut aussi, on pourrait imaginer des champs qui sont dédiés à l'apiculture. On pourrait ensemencer, on pourrait mettre des arbres avec des floraisons massives à destination des apiculteurs. Ça, c'est une voie qu'on n'a pas trop encore explorée. Et voilà, c'est tous des éléments qui concevoir la ressource florale comme un bien commun, donc un bien à conserver pour tous, à partager. C'est peut-être une des clés pour concevoir le partage d'autres ressources et amener à un monde plus horizontal, un monde plus partageur et un monde qui a plus conscience dans l'urgence de conserver tout cet équilibre naturel, conserver la nature, en fait, tout simplement. Un grand merci, Bertrand. Est-ce que tu aurais une question que je n'aurais pas posée, que tu aurais aimé peut-être entendre, ou un mot de la fin qui te paraît résumer peut-être un petit peu notre entrevue sur ce sujet des pollinisateurs sauvages, de l'importance de l'abeille, du partage des ressources florales? Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant de se quitter, sachant qu'on parlera avec Léo, que j'interviewerai un peu plus tard, sur plus spécifiquement son travail. Est-ce que je te laisse un petit peu le mot de la fin? Ton sommet s'appelle apiculture et conscience, donc je pense qu'il faut prendre conscience de l'intérêt des pollinisateurs, faire évoluer notre relation avec la nature. Là, on a parlé des pollinisateurs, mais évidemment, ça concerne toute la biodiversité. Donc, la jeune génération est en quête de sens et en quête d'actions qui sont plus choisies, plutôt que, on le fait sans en prendre conscience finalement. Donc, soyons conscients de l'interaction qu'on a avec la nature et soyons conscients qu'on a la responsabilité de la conserver, puisque c'est nous qui l'impactons. Donc, comme je disais, j'ai encore un petit soupçon d'espoir en l'homme et à nous de créer le monde d'après, et un monde avec la nature. Merci à toi merci à toi, Bertrand, pour ce partage. Et puis, on se dit à très bientôt. On se connaît par ailleurs dans des relations communes, donc avec grand plaisir de te rencontrer et de poursuivre cette conversation fort riche. Merci à toi et à très bientôt. Merci.